Allô, communauté de co-critique, ici Kim, et aujourd'hui je vous parle de création de personnages. En fait, je vous parle de sociologie. En fait, je vous parle de comment ma formation en sociologie m'aide à créer et développer mes personnages quand je fais du jeu de rôle. Voilà. Mon réflexe premier, quand je crée un personnage, c'est de l'ancrer dans l'univers dans lequel il vit. Donc, mon personnage n'est pas un électron libre comme ça qui a ses propres champs d'intérêt, qui n'est aucunement influencé par absolument rien autour de lui. Mon personnage fait partie d'un groupe social, fait partie d'une communauté, d'une société, il est influencé par l'environnement dans lequel il grandit, et donc j'ai besoin de l'ancrer dans cet univers-là pour sentir que mon personnage est cohérent et congruent. Je vais donc vous donner quelques théories de sociologie qui, pour moi, sont devenues des réflexes quand je crée un personnage et aussi quand je le développe au cours d'une campagne ou d'une mini-campagne. Premièrement, je vais dire l'être humain. Les tabaxis sont inclus là-dedans, là, donc toute créature que vous jouez sont profondément des êtres sociaux. Donc, à moins que vous soyez atteint d'un trouble de la personnalité schizoïde, vous ne serez pas isolé sur une île déserte et heureux d'être seul et vous foutre du reste du monde entier. Vous allez vouloir faire partie d'une communauté, d'un groupe plus ou moins gros. Donc, vous allez vouloir vous intégrer socialement. C'est quoi l'intégration sociale? C'est un processus qui est actif et incessant, donc tout au long de la vie, par lequel les individus participent à la vie sociale, culturelle, économique, politique. En d'autres termes, l'intégration sociale, c'est d'adhérer aux valeurs et aux normes privilégiées dans la société ou le groupe social d'appartenance. Pour pouvoir m'intégrer, je dois accepter, pour pouvoir participer, oui, je dois accepter les valeurs en place et je dois accepter les normes, donc les règles de vie commune qui sont aussi en place. Donc, personne ne va accepter que je m'intègre à leur groupe pour participer à la vie sociale et culturelle si je me comporte totalement contre les règles. Donc, l'intégration sociale, c'est pas un synonyme de consensus, c'est pas un synonyme d'uniformité, c'est pas un synonyme d'absence de conflit. Donc, dans toutes vos parties de jeu de rôle, peu importe le monde qu'il soit issu d'un module, que ça soit quelque chose de homebrew, donc un univers fait maison, il va avoir des tensions sociales, il y a des enjeux. S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de campagne. Donc, c'est pas parce qu'il y a une certaine cohésion et que c'est pas la rébellion après rébellion après rébellion que tout le monde est d'accord, qu'il n'y a pas de groupe qui n'est pas d'accord avec la majorité. Donc ça, c'est une chose quand même importante à comprendre, sinon ça ferait des parties pas mal plates. Et on arrive, je vous dirais, au cœur de ce que je vais aborder aujourd'hui avec vous, ce qui est la théorie de l'adaptation sociale de Robert K. Merton. Donc, pour ceux qui s'intéressent, un petit livre ici, donc tout facile à lire. La théorie de Robert K. Merton, elle est au cœur de comment je conçois mes personnages. Donc, pour faire ça facile, faut se poser deux questions. Et il faut les poser à notre maître de jeu, la plupart du temps, parce que c'est lui le grand connaisseur de son monde et de l'univers dans lequel on va jouer. Et c'est premièrement, c'est quoi les buts, c'est quoi les valeurs de la société en place dans laquelle on va jouer? On s'entend, c'est pas un monde réaliste, là. Il y a des dragons ou différents monstres, peu importe l'univers dans lequel vous jouez. Et donc, ça se peut que les règles de société ne soient pas les mêmes. On s'entend que, habituellement, notre groupe d'aventuriers tue beaucoup de gens. Des méchants, on espère, mais quand même tue beaucoup de gens, ce qui n'est pas si commun que ça dans la vraie vie. Donc, c'est quoi les règles en place? C'est quoi la société? Où la société met la limite de qui peut être tué, qui ne peut pas être tué? Est-ce que dès qu'on commet un délit, on est pendu ou on s'en va en prison? Comment ça fonctionne? Donc, c'est quoi les valeurs en premier lieu de la société? Qu'est-ce qui est important pour cette société-là? Est-ce que la monarchie est super rigide et c'est vraiment des valeurs très traditionnelles et le respect de la monarchie qui prend sa place, ou au contraire, on est dans une société, un monde très libre, qu'on fait un peu ce qu'on veut? Pour vous donner une idée, dans le monde réel dans lequel on est en Occident, les études ont démontré que les valeurs principales, ou les 3 valeurs principales, sont l'accumulation de richesses, la productivité et
monter les échelons dans notre travail, là, donc avoir des promotions et la performance. Ce sont de très belles valeurs qui peut-être vont être reflétées dans votre monde. La richesse, l'accumulation de richesse, gagner des trésors, la renommée, l'honneur peuvent être des valeurs qui sont valorisées dans la société dans laquelle vous jouez. Donc, première chose, établir ces valeurs-là. Deuxième chose, établir c'est quoi les moyens qui sont mis à la disposition des citoyens pour respecter ces valeurs-là ou pour atteindre ces buts-là sociaux. Donc, qu'est-ce qui est commun? Est-ce que les aventuriers sont communs dans votre univers? Si vous jouez à DCC, on s'entend que les aventuriers sont pas si communs que ça. C'est surtout des barbiers, des fermiers avec des poules, ce genre de trucs-là. Les aventuriers sont quand même plutôt rares. Versus dans Donjons Dragons, on a l'impression que les aventuriers sont beaucoup, beaucoup plus communs. Donc, est-ce que cette vie-là d'aventurier est commune? Est-ce que c'est quelque chose de normal de prendre cette voie-là et de devenir un aventurier dans votre univers? Est-ce que le vol est relativement normal? Est-ce qu'il est permis? Est-ce que tu sais, une bataille qui a lieu dans une taverne, qui éclate dans une taverne et que vous tuez des gens dans la taverne, est-ce que c'est commun? Est-ce que c'est habituel? Donc, c'est quoi les moyens acceptables par la société pour atteindre les buts et les valeurs? Donc, l'honneur, la renommée, la richesse, en général, ça devrait tourner autour de ça. Et on arrive avec un joli petit tableau. D'un côté, on a les buts et de l'autre... dans l'autre axe, on pourrait dire, on a les moyens. Et là, c'est votre travail dans la création de personnage d'établir votre personnage. Est-il d'accord ou non avec les buts de la société ou les valeurs présentes dans la société? Et deuxièmement, est-ce qu'il utilise ou non les moyens mis à sa disposition, donc des moyens légaux et légitimes mis à sa disposition pour atteindre ces 10 buts et valeurs-là? Et on se retrouve donc avec 4 types d'adaptation sociale de Merton. Donc, en vrai, c'est 5. Je viens de mentir. On en a 5, mais il y en a une qui est un peu à part. La majorité des gens dans la société, peu importe si c'est une société dystopique que votre maître de jeu vous fait jouer, une société qui fonctionne très bien, la majorité des gens dans la société vont être conformes. Donc, c'est des gens qui vont adhérer aux valeurs en place, ils vont adhérer aussi aux buts à atteindre et ils vont utiliser les moyens mis en place par la société. Si on prend pour exemple Star Wars, et là, on a, disons, 3 grandes périodes qu'on peut prendre comme exemple. La première période étant les films épisodes 1, 2, 3. On est dans la République, il y a un Sénat, il y a des discussions et, bon, il y a une guerre là, qui s'annonce, mais principalement, on est dans une démocratie où plusieurs planètes se regroupent ensemble et prennent des décisions démocratiquement. Donc, on est dans cet univers-là où, justement, il y a une certaine liberté qui est importante, mais il y a surtout un grand respect de chacune des sociétés, et donc les valeurs démocratiques aussi sont très importantes. Padmé, Padmé, dans cet exemple-là, serait un bon exemple de personne conforme. Elle adhère aux valeurs mises en place, elle est reine puis devient sénatrice, elle utilise les moyens mis à sa disposition, donc tout ce qui est de l'ordre parlementaire pour faire passer ses idées. Donc, elle n'agit pas à l'extérieur du cadre, elle vraiment utilise les moyens mis à sa disposition pour faire connaître ses opinions, même quand elle est en désaccord avec ce qui se passe. Si on prend la deuxième époque de Star Wars, donc l'Empire a gagné, Palpatine domine surtout à l'aide de son armée et de, on pourrait dire, son bras droit personnel, qui est Darth Vader. Donc, les conformes, dans ce cas-là, seraient vraiment, on pourrait imaginer, les officiers. Donc, Général Tarkin, par exemple, est d'accord avec les buts en place, est d'accord avec l'autorité de l'Empire, est d'accord avec la rigueur et la structure et
à un certain point, la violence par laquelle, qui est utilisée pour assir, dans le fond, l'autorité de l'Empire. Et il utilise les moyens qui sont aussi mis à sa disposition. Donc, il n'est pas à l'extérieur de ce qui est permis par son autorité. Il agit vraiment selon les règles de l'Empire, là, c'est pas mal lui qui est mis en place, donc il est conforme. Même si on est contre, même si on n'est pas d'accord, si on regarde le portrait global de la société, c'est lui qui rentre dans la catégorie conforme. La deuxième catégorie, c'est le ritualisme. Donc le ritualisme sont des gens qui rejettent les buts et les valeurs de la société, ou du moins savent qu'ils ne pourront jamais les atteindre. Donc ils ne recherchent pas activement ces buts-là. Toutefois, pour différentes raisons, ils vont continuer à agir pareil comme la société veut qu'on agisse, donc ils prennent les mêmes moyens que tout le monde pour arriver pour survivre. Donc, ça soit, on pourrait imaginer les Stormtroopers dans, on pourrait dire, la trilogie principale. Donc, c'est des gens qui savent qu'ils n'ont pas de pouvoir, sont pas mal la chair à canon. Ils n'auront jamais l'autorité suprême, mais ils vont quand même agir sous les ordres de l'Empire avec les moyens qui sont mis à leur disposition. Je vous dirais, en termes d'influence sur votre personnage, c'est la catégorie qu'on va le moins utiliser, parce que nos aventuriers ou nos personnages sont rarement des gens qui suivent la parade, surtout si c'est pas ce qu'ils veulent faire. Donc, dans un monde où les aventuriers sont communs, ben, ils seraient simplement conformes. Donc, c'est très rare de jouer des personnes ritualistes. La troisième catégorie, c'est l'innovation. L'innovation, c'est les personnes qui vont adhérer aux buts et aux valeurs de la société, mais qui vont rejeter les moyens qui sont proposés par la société. Si, par exemple, on est dans une société, justement, qui parle d'honneur, de valeur, de démocratie, le roublard de service, le voleur de service, mais souvent va rentrer dans la catégorie innovation. Il est d'accord avec l'accumulation de richesses, il est d'accord avec le fait d'être reconnu même, donc une certaine gloire, il est d'accord avec ça. Mais il n'est pas d'accord d'utiliser les moyens connus, reconnus, légaux et légitimes offerts par la société. Donc, il va voler, il va vivre une vie de crime pour être reconnu. Donc, ça peut être plus... on s'entend, c'est pas obligé d'être des personnages extrêmement méchants qui sont là-dedans, mais c'est des gens qui vont jouer à l'extérieur du cadre, de la norme, de ce qui est permis. C'est ceux qui jouent tout le temps, qui peuvent jouer avec cette limite-là, dans le fond, du « c'est-tu bien, c'est-tu pas bien? » Donc, à la morale un peu douteuse, on peut trouver des personnages super intéressants dans cette catégorie-là. Oui, leur but ultime, c'est quand même de suivre et d'atteindre les buts de la société, mais qui prennent des moyens qui sont pas normaux. Les personnages aussi foncièrement méchants vont souvent se ramasser dans cette catégorie-là, dans un monde qui est gentil, on s'entend, là. Donc, si le but, c'est, la gloire, l'accumulation de richesses, puis vous prenez un personnage qui va chercher à tuer, ou le big bad evil guy, là, qui va chercher à tuer tout le monde pour devenir célèbre, pour avoir une renommée. À ce moment-là, on est dans l'innovation, parce que son but, c'est d'avoir cette célébrité-là, l'innovation, la richesse, tout ce qui est normal aux yeux de la société, mais tuer des gens, puis comme anéantir des villages, c'est pas nécessairement commun et bien vu. Donc souvent, nos grands méchants vont se ramasser là. Donc leurs valeurs sont rarement si différentes que des valeurs ou des buts, en fait, du reste de la société, mais les vont utiliser, eux, le sont. Si je reprends mon exemple de Star Wars, Han Solo serait un parfait exemple. Donc, c'est quelqu'un qui, quand on regarde ses buts, n'est pas si loin des buts de la société. Donc, il veut l'accumulation de richesses, il veut être reconnu, il veut avoir une certaine célébrité dans son domaine, on s'entend.
Mais ben, son domaine, c'est quand même être un smuggler, là, donc c'est quand même de trafiquer et de transporter des biens illicites. C'est quelqu'un qui a la gâchette facile aussi, donc c'est quelqu'un qui vit quand même à l'extérieur de ce qui est permis dans la société. Ce qu'il veut atteindre est plutôt normal. Comment il l'atteint, c'est mal vu aux yeux de l'Empire. La dernière catégorie du tableau, c'est l'évasion. L'évasion sont des gens qui vont rejeter les valeurs ou les buts de la société et qui vont aussi rejeter les moyens qui sont offerts par la société. Donc l'évasion, c'est vraiment un terme approprié parce que c'est des gens qui vont s'éloigner, qui vont quitter la société. Si vous êtes un personnage qui a un historique d'ermite, ça se peut que vous soyez dans cette catégorie-là. Donc, vous avez vécu à l'écart de la société, les buts, les valeurs n'étaient pas importantes pour vous, vous avez vécu avec une vie qui n'était pas commune, avec des moyens qui ne sont pas communs pour survivre. Donc, ça fait de vous quelqu'un dans l'évasion. Si vous rencontrez une communauté éloignée qui n'est pas mêlée à la société en général, mais qui vit quand même dans un empire quelconque, souvent, c'est des gens qu'on va voir dans la catégorie évasion. Donc, c'est des gens qui ne sont pas en accord avec les valeurs, les buts de la société, ou qui ne sont pas capables de les atteindre tout court, mais qui ne vivent pas selon les buts, selon les moyens offerts par la société. Dans le monde réel, souvent, on va trouver les sectes dans cette catégorie-là, les sectes extramondaines, là, celles qui ne cherchent pas à infiltrer la société. On va trouver des fois des communes, les gens qui vont vivre en autarcie, là, donc ils vont vivre de troc dans une communauté un peu plus fermée, ils vont vivre, vont faire pousser eux-mêmes leurs propres légumes, leurs propres blés, ils vont faire leur propre pain, donc ils vivent vraiment le plus possible indépendamment du reste de la société. Cette catégorie-là est pertinente si votre petit groupe, justement, vous entendez que les autres joueurs et votre groupe d'aventuriers sont des aventuriers qui ne sont pas d'accord avec l'autorité en place, les buts, les valeurs de la société en place, mais du moins, pour au début, ils ne vivent pas selon les moyens de la société, mais et là est la particularité, ne cherchent pas à changer la société, vivent seulement à l'écart de celle-ci. Donc, ça peut être qu'ils vont faire des campagnes ou des missions un peu ici et là dans les villages pour ramasser un peu des sous, mais ne vont pas se mêler à la communauté. Ils ne vont jamais chercher à s'établir à quelque part. Ne cherchent pas non plus la renommée comme ça pourrait être propagé dans la société. Donc, ça peut être hyper intéressant de jouer sur ces notions-là, de ne pas partager les valeurs sociales, de ne pas chercher à avoir de renommée ou de s'inclure dans la société et de créer votre propre système de valeurs qui n'est pas celui de la société. De comment, et après ça, c'est le regard des autres, le regard des villages que vous rencontrez, que vous croisez, quel genre de regard ils portent sur vous parce que vous ne partagez pas les mêmes valeurs ou les mêmes façons de vivre. Il y a un terreau hyper intéressant ici à aller explorer. Je vous disais qu'il y a une 5e catégorie un peu à part. Et ce sont les gens qui ne sont pas d'accord avec les buts et les valeurs de la société et n'utilisent pas les moyens offerts par la société, un peu comme l'évasion, mais à la grande différence que c'est les gens qui cherchent à changer les buts de la société et changer les moyens que la société offre pour vivre. Donc, ce sont les rebelles. Et si je reprends mon exemple de Star Wars, les rebelles sont le parfait exemple de rebelles dans Star Wars. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec l'Empire, qui ne vivent pas selon les principes de l'Empire, qui vont rejeter aussi la structure, l'autorité de l'Empire, l'industrie qui tente de mettre en place un peu partout, et qui vont se battre pour changer cette structure-là et se battre pour changer les valeurs mises de l'avant par l'Empire. Donc, ce sont véritablement des rebelles. Les rebelles, donc, tentent de changer la société. Dans Star Wars, finissent par gagner leur guerre. Ça devient la Nouvelle République. Donc, à partir de ce moment-là, ce ne sont plus des rebelles. Ils deviennent conformes ou ils deviennent autre chose, là. Mais ils ont quitté leur statut de rebelle. Donc, je
je sais, les big bad evil guys, les grands méchants sont souvent des innovateurs, mais peuvent aussi être des rebelles. Si votre grand méchant dans la campagne veut anéantir l'existence tout être vivant, on s'entend que ce n'est pas quelqu'un qui partage les buts et les valeurs de la société, là, il veut juste raser tout ce qui existe. On est dans la rébellion, il veut détruire carrément la société. Donc, on peut trouver des personnes extrêmement vilaines ici, comme on peut trouver des personnes bonnes, ou du moins d'un alignement qu'on pourrait considérer bon, dans un univers qui, lui, est mauvais. Pour conclure, pour Merton, la déviance, la machinalité existe dans un univers parce que pour qu'une société soit totalement à une cohésion complète, il faudrait que tout le monde adhère aux mêmes valeurs, ce qui est totalement irréaliste. Donc, même dans la communauté de jeux de rôle, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Là, c'est impossible de penser que dans votre univers de jeux de rôle, tout le monde partage les mêmes valeurs. Donc, premièrement, cet aspect-là est irréaliste, ce qui crée déjà nos deux colonnes de conforme innovation et de ritualiste évasion-rébellion. Et ensuite, on se rend compte, il y a des inégalités dans les chances d'atteindre les buts. Dans votre univers médiéval fantastique, le prince, donc le fils du roi, est né avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de chances d'atteindre les buts de la société que si vous êtes un orphelin laissé à l'abandon dans le marché public. Donc, les chances d'atteindre les buts ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais il y a une forte pression sociale vers le succès, qui fait que tout le monde veut quand même les atteindre, ces buts-là, qu'une majorité de gens veulent les atteindre, ces buts-là. Les gens veulent participer, veulent s'inclure socialement, veulent participer à la vie sociale. Donc, cette pression-là d'atteindre les buts sans avoir les moyens pour les atteindre, souvent crée tout ce qui est en lien avec l'illégalité. Donc, l'innovation, les gens qui fuient la société à cause de ça, l'évasion. Donc, ça crée ce schisme-là dans les moyens qu'on peut prendre parce que certains n'y ont juste pas accès. Donc, dans votre monde médiéval fantastique, l'orphelin qui devient voleur, l'artificier là, qui fait des potions et qui vend des potions bidons à tout le monde pour faire de l'argent en usurpant les citoyens et les villageois, sont dans l'innovation parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens d'atteindre les buts offerts par la société. Donc, pour Merton, c'est l'inadéquation entre les valeurs de la société et les possibilités d'atteindre les buts qui atteignent la déviance et la marginalité. Je vous présente cette théorie-là parce que, comme j'ai dit, c'est ce qui est vraiment au cœur de la création de personnages pour moi. Je me demande, mon personnage se positionne comment par rapport à la société autour de lui? Il pense quoi des buts qui sont promus par la société? Il pense quoi des valeurs qui sont promues par la société? Si je prends par exemple Shenta dans Bélien, elle est à l'Oasis, clairement, les valeurs promues par Ben Volatis et les autres dirigeants, elle en a un peu que faire. Elle, ses valeurs tournent autour vraiment de la liberté extrême, de l'équité. À défaut de l'égalité, c'est vraiment l'équité et de l'équilibre, on pourrait dire aussi en bonne druide, qui l'intéresse. Et tout ce qui est politique, alliance, ce genre de trucs-là, ça ne l'intéresse pas. Et donc, les moyens pour survivre, bien souvent, elle suit sa sœur et son frère. Oui, ils vont voler dans le marché parce qu'elle se dit que de toute façon, cette structure, c'est une anarchiste, on s'entend, là, cette structure sociale-là, l'économie, tout ça, on s'éloigne de ce qui est à la base de la nature et donc ça ne l'intéresse pas. Donc, elle a vécu longtemps, non pas comme rebelle, elle ne cherchait pas à changer la société, mais vraiment dans la catégorie évasion. Arrivent des histoires, des péripéties, rencontre des nouvelles personnes et cherche à se défaire d'un grand mal qui envahit la société et qui emprisonne l'esprit des gens, là, donc les transforme en esclaves. Donc là, tout à coup, elle s'implique dans la société, elle sort de son évasion, et si on regarde là,
le méchant, c'est pas lui qui domine la société, là. Elle s'allie des personnes, des différents groupes sociaux en place pour défaire un méchant qui est une menace pour l'ordre établi. Donc, qu'elle devient à un certain point conforme, notre Shenta. Donc, elle suit les valeurs de la société, de défendre les gens. Elle garde quand même sa défense de la liberté, mais elle va prendre des moyens qui sont fournis, qui sont communs, de prendre les armes pour aller défendre les intérêts de tous et chacun. Donc, de voir comme ça la création de personnages, de voir comment le personnage se situe par rapport aux valeurs de la société, par rapport aux moyens, ça m'aide à établir qu'est-ce que mon personnage est prêt à faire et pourquoi il veut faire ces choses-là. Donc, quelles sont ses valeurs, ses buts? Qu'est-ce qui est le squelette de mon personnage? Qu'est-ce qui est important pour lui et qu'est-ce qu'il recherche? En ayant tout le temps ce point-là à l'horizon de ce qu'il recherche, ça me permet d'avoir des comportements qui sont cohérents. Donc, de ne pas m'éloigner, de dire, OK, ben son but ultime, c'est ça. Elle peut prendre un détour pour comme suivre un peu les autres personnages ou les autres joueurs dans l'aventure, ça, c'est pas un problème. Mais le but à l'horizon reste toujours le même. Voici ce que je veux faire, ce que je veux atteindre et ce qui est important pour moi. Et ensuite, je me demande quels moyens je suis prête à utiliser pour atteindre ce but-là et quelles sont mes limites. Donc, est-ce que je veux tout le temps respecter ce qui est légal? Est-ce que, au contraire, ça ne me dérange pas de jouer dans les zones illégales? Est-ce que je suis prête à tuer? Est-ce que je suis prête à voler? Est-ce que je suis prête à... Donc, où est ma limite pour atteindre le but que je souhaite atteindre? Et donc, ça me permet de placer mon personnage dans ces deux axes-là que je trouve plus naturel pour moi et qui me donne plus de marge de manœuvre que les simples axes loyal, neutre, chaotique ou bon, neutre, mauvais. Donc, je trouve que ces axes-là sont un peu rigides, alors que de penser en termes de but et de qu'est-ce que je suis prête à faire comme action et comment je suis prête à atteindre mes buts personnels, ça me donne plus de marge de manœuvre et ça me donne vraiment un chemin à long terme qui me permet d'être cohérente sans juste dire mais c'est parce que je suis bonne et je veux faire la bonne chose ou je suis chaotique, je fais n'importe quoi. Donc, c'est vraiment cette cohérence-là que j'aime avec la théorie de Merton et qui m'aide à créer mes personnages. Dans la prochaine vidéo, celle-ci est un peu longue parce que j'expliquais quand même la théorie. Dans la prochaine vidéo, plus courte, je vais vous expliquer le développement de personnages. Donc, je vous dis, ça me permet de rester cohérente, mais dans la partie, on peut changer. Comme j'ai dit, on n'est pas ritualiste un jour, ritualiste toujours. On peut changer de catégorie et on va voir comment, comme ça, on peut jouer dans cette catégorie-là en gardant toujours un personnage qui est cohérent et que c'est pas juste la température extérieure qui décide si aujourd'hui on est un être qui tue les pauvres citoyens ou non. Donc, c'est vraiment comment qu'on peut évoluer dans ce cadre-là tout en restant cohérent. Alors voilà, c'était mon petit cours de Socio 101 sur la théorie de Robert K. Merton. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous êtes curieux d'utiliser cette théorie-là pour créer vos personnages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-les, oui, en commentaire si vous avez aimé ça, aimez la vidéo, si vous voulez en voir d'autres, si vous voulez être averti quand la prochaine va sortir, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez avoir les prochaines vidéos une semaine d'avance, vous pouvez venir sur notre Patreon et nous aider. Donc, toutes les vidéos sont une semaine d'avance et il y a quelques petites exclusivités. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée et on se redit à la prochaine!